Nous allons poursuivre cette série dédiée à Napoléon, la naissance de sa célébrité, cela à travers les estampes, comme méthode d'acquisition des pratiques des historiens pour avoir un petit aperçu de leur manière de faire des recherches. Voici le type de support qui va être utilisé, des estampes. Et de quoi s'agit-il? Clairement, l'idéal serait d'être un authentique spécialiste de ces documents, ce que je ne suis pas. Vous avez ici, grâce au site de l'ENSIB, un aperçu des techniques qui peuvent être employées pour créer ces images. Un authentique expert pourrait ainsi dater chacune de ces images, par exemple en connaissant de manière assez précise l'histoire, les pratiques d'un atelier d'imprimeur de la fin du XVIIIe siècle. C'est une manière donc d'identifier les documents, de mieux tout simplement en connaître le processus de production, également les copies, etc. Maîtriser ces techniques est un atout certain. Alors pour information tout de même, l'eau-forte est la technique la plus utilisée, je crois, à la fin du XVIIIe siècle. C'est ce que nous retrouverons le plus souvent. Voici un aperçu visuel d'œuvres réalisées selon cette technique. Alors pas en l'occurrence sur le sujet de Napoléon, car ici cette présentation des techniques proposées par l'ENSIB est généraliste. Il s'agit véritablement de donner un aperçu des différents rendus possibles qui permettent l'authentification de ces documents. Le but n'était pas non plus de devenir des experts absolus des techniques de production de ces estampes. La lithographie, soit dit en passant, est aussi très souvent utilisée. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit globalement d'images imprimées sur papier, et cette impression se fait par l'application d'une sorte de tampon. C'est ce qui a d'ailleurs donné le verbe estampiller. Et en découvrant l'actualité napoléonienne à travers ces images, nous allons nous placer un petit peu dans la peau de ces Français de la fin du XVIIIe siècle, qui bien souvent connaissaient les événements par ces images, pas exclusivement par ces images, mais à propos de la naissance et de la célébrité de Napoléon et de son visage, c'est justement une approche qui me semble être intéressante. L'image qui apparaît d'ailleurs ici au fond montre bien le problème de ces imprimeurs, c'est que leur but, c'est de faire de l'argent. Autrement dit, en même temps qu'ils imprimaient des portraits de Napoléon, ce qui n'est pas complètement certifié ici, nous aurons l'occasion de revenir sur cette image, ils pouvaient imprimer toutes sortes d'autres images, les découper, les distribuer, soit qu'ils aient reçu une commande, par exemple de proches de Napoléon ou de Napoléon lui-même voulant faire sa propagande, ou alors parce qu'ils ont constaté que ces images sont très demandées par le public, et à partir de là, ils peuvent essayer de satisfaire la demande et en profiter pour s'enrichir un petit peu. Ce petit schéma résume les logiques de production, de l'inspiration première de l'image à la diffusion, je ne m'étends pas trop sur ce point. Concernant les sources, sans doute parmi les auditeurs, certains aident-ils parfois leurs enfants à l'aide de manuels scolaires. J'attire votre attention ici sur la présentation qui est faite de ce document, une estampe de Carl de Vinck. En fait, Carl de Vinck, quand on fait une petite recherche, il apparaît bel et bien ici, dans le coin en haut à gauche de l'estampe intégrale, mais il s'avère que cette estampe n'est pas gravée par de Vinck, qui est un collectionneur. En fait, c'est une estampe d'un certain Dubois. Autrement dit, il n'est pas rare que les manuels scolaires référencent mal les documents quand c'est le seul problème, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. À l'époque, j'ai donc fait une recherche, c'était en 2021, en vue de la conférence réalisée en librairie par la suite en 2022, sur les œuvres de Vinck disponibles sur Gallica. Là, vous pouvez constater que très souvent, les archives mettent à la disposition des chercheurs toutes sortes d'outils numériques pour faciliter la recherche. À travers la mention de Bonaparte, j'ai essayé d'estimer les premières estampes qui lui ont été consacrées. Celle-ci, notamment relative au siège de Toulon, qui daterait de 1794 ou 98, enfin une fourchette entre les deux, à en croire les archivistes de la Bibliothèque nationale de France. J'aurai l'occasion de reprendre ce point-là. Celle-ci marque un début potentiel de la célébrité de Bonaparte, et j'ai ensuite essayé de voir à peu près quand cela s'achèverait. Alors j'ai fait une estimation approximative de 1600 estampes sur la période du sujet. Soit dit en passant, à l'époque, concernant le sujet, je m'interrogeais sur le fait de poursuivre aussi les recherches sur la période napoléonienne proprement dite, l'Empire, mais cette partie-là a été abandonnée compte tenu du temps requis pour mener cette petite initiation. L'interface de recherche se présente comme ceci, ce qui me permettait de voir les estampes et d'approfondir mes observations si elles me semblaient pertinentes. Cette collection de Vinck est connue des chercheurs. Voici par exemple un article qui l'évoque. Elle débute donc avec ce tome premier consacré à l'Ancien Régime, qui ne nous intéresse pas ici. C'est véritablement à partir du tome 3 qu'elle est essentielle, incontournable. C'est l'une des collections majeures dont nous disposons. Voici d'ailleurs
le plan détaillé de l'inventaire de cette collection de la main de De Vinck lui-même, qui date de 1924. Cette collection a été apportée un petit peu tard à la Bibliothèque nationale de France par rapport à d'autres, mais ce n'est pas un problème majeur. On peut relever ici que les numéros apparaissent des estampes, ce qui peut aussi préciser les recherches. Vous voyez là le siège de Toulon qui a été ma priorité de recherche lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, et je fais apparaître en pointillé des pistes qui pourraient être explorées que j'ai jusqu'à présent négligées. La terreur a été également un petit peu auscultée pour savoir si l'on trouvait à l'époque des images de Napoléon en prison. Bien évidemment non, je le donne tout de suite. Le 13 Vendémiaire était mon hypothèse au départ, donc je suis nécessairement revenu dessus. Le tome 4, quant à lui, parle prioritairement de Napoléon. Forcément, à partir de là, les images sont très nombreuses. Vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu plus de 2000 qui potentiellement pourraient le révéler dans ses premières célébrités. Concernant la campagne d'Italie, bien sûr, il fallait se focaliser dessus et lui consacrer autant d'attention possible. Le 18 Fructidor est l'objet de la majorité des petites nouveautés de cette série de vidéos. Les généraux de la République ont également été observés avec attention. L'expédition d'Égypte aussi, cela coule de source. Les en-têtes de l'aide de l'époque pourraient être une piste à explorer, ce que je n'ai pas fait. Autrement dit, je ne prétends pas avoir fait le tour exhaustif du sujet. Le 18 Brumaire, bien évidemment, conclut cette période d'acquisition d'une célébrité par Bonaparte, qui devient d'ailleurs petit à petit Napoléon, à la suite de quoi on pourrait creuser les images qui suivent, savoir si certaines sont encore mal réalisées pour représenter son visage, ce n'est pas complètement à exclure. La dernière image qui figure dans cette série de vidéos, c'est une image qui fait suite à la bataille de Marengo. Ce n'est pas un hasard, l'explication viendra en temps voulu. La collection Hénin est également une très riche collection. On peut voir que la première estampe qui dans cette collection mentionne Bonaparte ne le fait pas apparaître de visage, mais en revanche son nom est mentionné. J'aurai l'occasion de reprendre ce point-ci. D'ailleurs, à propos des collections d'estampes de la Bibliothèque nationale de France, on peut encore chercher dans d'autres collections, je ne les ai clairement pas toutes faites. L'inventaire exhaustif de ces images annonce des recherches nettement plus longues qu'une simple petite conférence faite à la va-vite. La collection Sous la vie également a été explorée à tout hasard. Et enfin, je me suis aussi tourné vers la collection du musée du château de Vizille, parce que j'ai entendu dire que le conservateur qui en avait la responsabilité essayait de trouver des documents rares, et j'en ai effectivement trouvé quelques-uns. Là encore, cela donne un petit aperçu du nombre potentiel d'images utiles, même si au premier coup d'œil on se rend vite compte que certaines réponses dans le moteur de recherche ne correspondent absolument pas à des estampes. Autrement dit, quand on parle d'histoire, la première chose à avoir présente à l'esprit, c'est que la réalité historique peut être couverte au moment des faits par des centaines de milliers de documents. Chaque estampe était elle-même produite en dizaines, en centaines, voire en milliers d'exemplaires. Il va de soi que dès lors qu'on en a un d'exemplaires, on sait un petit peu comment était représenté Napoléon, mais la diffusion de chacun de ces exemplaires pourrait indiquer de manière fiable, très intéressante, le niveau de célébrité acquis par le personnage au moment des faits. Ces estampes nous sont parvenues par des sélections successives, d'abord des collectionneurs, aussi une bonne partie que l'on pourrait attribuer au hasard, les pertes de documents, les destructions. Les estampes sur le sujet représentent nettement moins d'images, et l'étau se resserre sur les images que j'ai pu consulter dans le cadre de cette préparation de conférence. D'ailleurs, j'en ai consulté un petit peu plus depuis. Je les estimais à peu près à 1000 images. C'est très approximatif pour en avoir retenu à peu près 200, voire maintenant un petit peu plus, qui vont vous être proposés dans ces vidéos. Les historiens, comment travaillent-ils sur ces bases? Option 1, ils révisent leurs conclusions lorsqu'ils découvrent de nouveaux documents. Par exemple, moi, je vais vous présenter le document qui, à mes yeux, est à l'origine de la célébrité de Napoléon, de sa célébrité picturale, mais peut-être découvrira-t-on un jour un autre document plus ancien qui répondra à cette question. Les historiens revoient aussi leurs conclusions lorsqu'ils mettent au point de nouvelles méthodes d'analyse des documents. L'histoire est une discipline qui s'interroge sur ces méthodes depuis des siècles, et bien évidemment, à mesure que les outils d'investigation évoluent, ces interrogations sont renouvelées et aboutissent à des conclusions plus fines, plus nuancées, ainsi de suite.
Par rapport à ce corpus, j'avais deux options. La première pouvait consister à traiter les images de manière sérielle. Un exemple classique pourrait être de me demander combien de fois Napoléon apparaît-il selon ce stéréotype, la main dans le gilet, etc. dans les estampes d'époque. Eh bien, je vous le dis tout de suite, à l'époque, aucune fois. C'est véritablement une représentation ultérieure du personnage, et surtout, cette question, est-ce qu'elle a véritablement un intérêt scientifique? Certes, quand on produit des tableaux de données sur des images, ça permet de traiter à la fois tout le corpus, mais est-ce que les questions posées, les réponses apportées sont véritablement pertinentes? Bien évidemment, c'est l'historiographie qui permet de trancher. Depuis les années 80, on se tourne plus vers l'histoire culturelle qui consisterait, dans le cas présent, à traiter chaque image dans sa globalité, qu'il s'agisse des techniques de production, qu'il s'agisse du parcours de l'artiste qui l'a réalisé, etc., etc., etc. Là encore, cela peut permettre de voir de manière un petit peu plus fine des évolutions dans les représentations, dans les techniques de médiatisation, mais là, cette fois-ci, le problème, c'est qu'il est impossible d'avoir cette approche globalisante de chaque image pour la totalité du corpus, ce qui impose des choix. En l'occurrence, malgré tout, j'ai dû faire un choix entre ces deux méthodes et je suis plus proche ici dans ma démarche de l'histoire culturelle, même si clairement, j'ai aussi une volonté qui est de présenter un maximum d'images pour favoriser l'immersion dans le sujet, pour que véritablement les personnes qui n'ont jamais ouvert d'archives comprennent que les historiens véritablement plongent dans leur période pour essayer de comprendre comment pensaient, vivaient les personnes de l'époque. Ça ne signifie pas que les historiens atteignent nécessairement ce but, mais cette immersion est une composante fondamentale de leur métier. Pour rappel, voici la série qui est en préparation. Nous avons donc terminé ici la deuxième vidéo, d'autres sont à venir. Pour rappel aussi, une image subliminale s'est toujours glissée dans la vidéo, à vous de voir ce qu'elle représente. Je vous remercie pour votre attention.